Donc ce matin, on est sur un atelier, donc j'ai voulu vraiment un format très didactique. Donc l'idée, c'est pas de vous expliquer ce qu'est un blog, comment ça marche et comment on va travailler sur un blog. C'est simplement de vous présenter une technique, voilà, que j'ai mise au point, que j'ai éprouvée et qui donne de bons résultats en matière de blogging, voire de très bons résultats, mais je vais vous laisser découvrir par vous-même. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de Scribix. Scribix, c'est un hybride à mi-chemin entre la plateforme de rédaction et l'agence de rédaction. Voilà, on a un chouette outil, on a 140 rédacteurs que j'ai formés depuis 3 ans et on a accompagné à peu près 200 clients. Voilà. Et la nouvelle, on va dire, qu'on voulait annoncer sur ce SEO Campus, c'est qu'on va lancer notre nouvelle application. On a tout refait avec une expérience client incroyable pour permettre justement aux TPE, PME de rentrer dans ce monde du SEO de la façon la plus simple et la plus accompagnée possible. Donc voilà, donc on lancera ça vraisemblablement courant octobre pour ceux qui voudraient suivre notre actualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais besoin, moi, avant de vous parler vraiment de blog, parce qu'un blog, ça peut servir à plein de choses, ça peut être un blog média, c'est pas ce dont on va parler. On va parler vraiment de blog d'entreprise, parce que ma vision métier, elle repose sur un concept très simple, finalement, c'est le SEO business-centric. J'accompagne principalement des TPE-PME, et pour une TPE-PME, le SEO, c'est un grand monde, c'est des gros budgets, c'est une grande aventure, et c'est surtout quelque chose d'assez impalpable. Quand on fait de l'ad, c'est facile, on dépense temps, on gagne temps. Le SEO, il faut arriver à convaincre l'entreprise de se lancer dans une aventure dans laquelle même nous, consultants, on n'a pas de garantie à donner sur les résultats. On sait qu'on va tout faire pour, mais on ne peut pas garantir un résultat aujourd'hui dans notre métier. Donc ma technique par rapport à ça, pour répondre à ce besoin finalement de la TPE-PME, c'est vraiment d'aller chercher les quick wins, les plus rapides, qui vont permettre à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, de mesurer le ROI de l'investissement SEO. Parce que rien de tel que quelque chose qu'on a vu et mesuré par soi-même. Et ensuite, on va réinvestir les sommes au fur et à mesure, puisqu'une fois que l'entreprise a compris l'intérêt du travail qu'on menait, c'est presque sans risque pour elle, puisqu'on fait augmenter son business dès le départ de la campagne, et du coup, petit à petit, mois après mois, c'est très facile d'introduire de nouveaux projets, de nouveaux sujets. Donc les objectifs SEO, dans ce cadre-là, ce ne sont pas des objectifs en matière de trafic forcément, on va prendre du recul par rapport à ça, et on va travailler plutôt sur les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire quel type de client, de quel type de client a besoin l'entreprise, et pas seulement de quel trafic peut potentiellement hériter l'entreprise si on fait notre travail. Parce que ce dont je me suis rendu compte avec ce public assez particulier finalement de la TPE-PME, hein, alors quand on travaille avec les grands comptes, les médias, on ne travaille pas de cette façon-là, mais sur ce public très particulier de l'entreprise, c'est pas parce qu'une opportunité nous semble bonne en tant que consultant qu'elle est bonne pour l'entreprise. Il va falloir être beaucoup plus fin que ça. Et le blog s'inscrit vraiment pour moi dans cette démarche-là d'aller chercher le résultat qui va amener du résultat, non pas en termes de trafic, mais vraiment en termes de business. Donc on parle de remplir des agendas pour être très concret. Donc moi j'appelle ça le SEO business-centric. Donc la première étape, alors vous allez voir un déroulé j'ai vraiment décidé de vous parler d'un vrai projet pour le coup, pour essayer d'être dans des choses très concrètes. Donc la première étape, quand on veut construire finalement son blog autour de ses objectifs business, c'est bien d'abord de définir ces objectifs-là, puisque trop souvent, ces objectifs-là sont déjà flous, donc ça va être très compliqué d'élaborer une stratégie de contenu efficace si on n'a pas en tête quels sont les objectifs de l'entreprise. Dans le cas que je vais vous présenter, il s'agit d'un salon de coiffure, voilà, dans une ville de province, à Pau. Mais c'est un salon de coiffure qui a ses produits, a ses process, a sa façon de travailler. Donc là, en l'occurrence, il s'agit vraiment d'un salon qui a à cœur de proposer une expérience très différente et personnalisée à ses clients. Ces coiffeurs ne sont pas juste des coiffeurs, sont des artistes. Et c'est vraiment, ils ont construit un endroit qui est un endroit où les gens viennent passer un moment. Et c'est cette typologie de clientèle-là qu'ils vont rechercher. Donc du coup, on a défini des objectifs assez clairs et assez facilement finalement. On a décidé de cibler les services diagnostic capillaire, visagisme, mèche et balayage, pose d'extension de cheveux et soins de la barbe.
Dans ces objectifs-là, il y a deux aspects. Il y a d'abord trouver une clientèle qui corresponde à ce qui est proposé par ce salon de coiffure-là, et pas par celui du voisin. Et puis il y a aussi les prestations qui rapportent le plus, puisqu'encore une fois, on est vraiment dans un objectif business. Qu'est-ce qui va me rapporter suffisamment pour que je puisse réinvestir et capitaliser sur la stratégie qu'on est en train de mettre en place? Ce qu'on a exclu tout de suite, quasiment, c'est toute la partie coupe pas cher, coupe à domicile et sans rendez-vous, puisque ça ne correspond pas du tout à l'ADN de notre salon. Deuxième étape, on va chercher des mots-clés. Alors, les mots-clés, on en entend tous parler, depuis très longtemps, on sait tous trouver des mots-clés. Ici, je ne parle pas encore des mots-clés qui vont servir à la stratégie de blogging. Je parle bien des mots-clés business, des mots-clés qui vont servir à créer les pages principales sur lesquelles on va venir appuyer notre stratégie de contenu. Donc on en a sélectionné un certain nombre et qui sont parfaitement raccords finalement avec nos objectifs business. Salon de coiffure à peau, puisque malgré tout, l'objectif final de mon client est quand même de devenir le salon de coiffure à peau le plus visible dans le moteur de recherche. Coiffeur à peau, coiffeur visagiste à peau, mèche et balayage à peau, extension de cheveux à peau et barbier à peau. On a exclu toute la partie pas chère, à domicile et sans rendez-vous. C'est sur ce point-là où je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire attention à ne pas aller sur des choses qui sont faciles, point de vue SEO, qui sont volumineuses. C'est un peu le chant des sirènes. Si je regarde simplement des volumes de recherche, ben je vais travailler pas cher, je vais travailler à domicile et je vais travailler sans rendez-vous. Ce sont les plus gros mots-clés de ces SERPs-là. Nous, on a choisi de les exclure et de nous concentrer sur ce qui est vraiment l'essence de ce salon de coiffure pour vraiment trouver la bonne clientèle et amener la bonne clientèle. Petite digression sur cette partie mots-clés géolocalisés, la plupart des outils de génération de mots-clés sont très mauvais sur la géoloc. On a des résultats qui sont totalement différents une fois qu'on arrive en Search Console et qu'on analyse les résultats réels de ces SERPs-là. La plupart des outils de génération de mots-clés ne vont pas vous remonter la majorité des mots-clés géolocalisés. La raison, elle est hyper simple. Un outil qui sert à faire de la génération de mots-clés quasiment tous travaillent sur la data première, c'est l'ADS. Il n'y a pas d'achat d'ADS sur ces mots-clés géolocalisés ou très peu. Résultat, on n'a pas de data à analyser. Donc c'est vraiment des cas, la géologue, ce sont vraiment des cas où il faut aller chercher l'information là où elle est, et où est-ce qu'elle est finalement, bien souvent, elle est dans la Search Console. Une fois que j'ai choisi mes mots-clés principaux, et j'en suis pas encore à ma stratégie de blogging, je vais me demander si j'ai bien une page à pousser pour chacun de mes mots-clés principaux. C'est une question qui pour moi, c'est presque un leitmotiv, c'est quoi pousse quoi et pourquoi. C'est une question qui est fondamentale si on veut espérer conceptualiser un maillage interne efficace sur son site. Et vous le verrez, le maillage interne fait partie de la stratégie de contenu, il fait partie vraiment intégrante de la stratégie de contenu. Donc cette question, elle est toute simple, elle peut avoir l'air très bête, mais finalement, bien souvent, on part à faire une ligne éditoriale dans un blog et on se rend compte qu'on n'a déjà pas les pages à pousser sur le site principal. On n'a déjà pas une page par service, dans le cas de notre coiffeur, qui répond précisément à chacun des besoins de sa clientèle. Alors avant d'aller plus loin, et avant de commencer vraiment à vous expliquer comment je conceptualise cette stratégie de contenu dans le cadre du blog d'entreprise, il faut vraiment faire comprendre à l'entreprise ou que l'entreprise comprenne à quoi sert un blog. Un blog, c'est un outil d'acquisition SEO formidable. Voilà, moi, c'est un de mes leviers préférés. Bon, en tant que rédactrice, j'aime bien le contenu édito aussi, donc je suis un peu de parti pris, mais c'est vraiment un très bon levier. Mais c'est aussi un média. C'est-à-dire que pour mon coiffeur, aujourd'hui, sa considération pour son blog est vraiment celle-là. Il considère son blog comme un média qui doit véhiculer son image de marque, son expertise, et qui en plus, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, constitue un excellent relais sur les réseaux sociaux qui sont, encore une fois, très importants de façon complémentaire à ce qu'on fait en matière de SEO. En plus de ça, pour un coiffeur, on est sur une activité locale, donc tout ce qui est fidélisation, recommandation, c'est une énorme part de son chiffre d'affaires. Il ne veut pas juste faire venir les gens une fois. Il veut que les gens continuent à s'intéresser à lui au fil du temps. Il veut que les gens continuent à le recommander à leurs amis, à leur famille. Et pour ça,
le blog, s'il est bien mené avec des articles qui ont du fond, qui vont vraiment apporter de l'information et du conseil, ça aide à renforcer le lien avec la clientèle existante. J'ai mis un warning parce que c'est encore une pratique qu'on voit, à mon sens, beaucoup trop. Le blog n'est pas un outil d'autopromotion. Si vous allez sur le site de mon coiffeur, et bien finalement, on fait très rarement mention de lui directement, de ses produits, de ses services. On va vraiment aller plutôt montrer l'expertise que de dire « je suis le meilleur ». Parce qu'un internaute, et vous êtes tous pareils, quand vous cherchez sur Internet une information, la personne qui vous dit « je suis le meilleur », vous n'allez pas la croire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Par contre, si un tiers vient vous dire « cette personne-là est la meilleure », là, ça va vous intéresser. Donc on va plutôt stimuler notre communauté, nos avis, toutes ces choses-là, pour dire qu'on est le meilleur, plutôt que de soi-même s'autoproclamer le meilleur sur son blog. Donc ça ne sert pas à l'autopromotion, ça ne sert pas à vanter ses mérites, ni à parler de soi directement. Ça sert vraiment, pour moi, le blog, à mettre en avant de façon très subtile son savoir-faire et son expertise. Et une fois qu'on a fait ça, on a rassuré. Donc le blog devient aussi un élément de réassurance vis-à-vis du client ou du prospect. On va vraiment donner une image positive qui va donner envie à la personne qui est venue sur le blog de se rendre au salon pour ne serait-ce que expérimenter au moins une fois cette expérience-là. Une fois qu'on a fait ça, donc on a nos objectifs, on sait qu'on ne va pas faire de l'autopromo, on va devoir définir sa ligne éditoriale. Alors, il y a déjà plein de sujets, d'articles, de livres, de conférences sur le thème des buyers persona et toutes ces choses-là. J'ai décidé de ne pas rentrer là-dedans et d'aller plutôt vraiment sur l'opérationnel. Donc, un blog, qu'est-ce que c'est? Un blog, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'articles qui sont publiés et ordonnés chronologiquement. Ça ne nous arrange pas. Dans le SEO, ce n'est pas la partie qu'on préfère. Celle-là, parce qu'il va falloir qu'on remette une couche, finalement, de structure sur un truc qui n'est pas tout à fait fait pour au départ. Mais c'est important de le faire. Donc, on va établir des catégories. La plupart des blogs disposent de catégories. Dans le cas de mon client coiffeur, pour le coup, on n'en a même pas. C'est-à-dire que ce sont vraiment des catégories virtuelles dont on se sert, nous, pour faire le maillage interne ensuite. L'important, c'est vraiment de choisir chaque sujet et de respecter cette logique d'ensemble pour faciliter ensuite l'étape du maillage interne qui devient vraiment très simple quand on a travaillé comme ça. Chaque grand groupe de sujets donc, va regrouper finalement un ensemble d'articles qu'on va pouvoir, de façon naturelle, mailler. Donc on va pouvoir les faire se répondre finalement les uns les autres à l'intérieur de ces ensembles. Alors, on peut appeler ça un cluster, on peut appeler ça de plein de façons. Mais voilà, c'est le principe pour moi d'une catégorie de blog. Donc ici, on en a défini 6 qui répondent à nos objectifs business. On garde toujours ça en tête. La santé des cheveux, la coiffure, les mèches et balayages, la barbe, les extensions et la beauté. Une fois qu'on a défini ça, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut trouver ses premiers sujets. Les sujets prioritaires, on va dire, si on a déjà un site existant, vont être ceux qui existent déjà. C'est-à-dire qu'il faut aller voir sur la Search Console quelles sont les requêtes, finalement, sur lesquelles je suis positionné, mais en page 2, en page 3. On complète ça avec un outil d'analyse de volumétrie des mots-clés. Et avec ça, on sait quels keywords on peut attaquer. Donc les mots-clés sur lesquels on est mal classé, on va commencer à générer du contenu autour de ces mots-clés-là, mais on va attaquer le keyword principal directement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la longue traîne, se tordre les neurones, à trouver la bonne question qui soi-disant pourrait peut-être amener du trafic. On va vraiment partir bille en tête, on prend diagnostic capillaire et puis on va bien voir ce qui va sortir. Les mots-clés sur lesquels on n'est pas, on fait la même chose. On prend le keyword directement, on choisit un angle, puisqu'on peut créer 1000 angles pour un même sujet, on choisit un angle et on y va. Parce qu'à ce stade-là, on a besoin de sentir, on a besoin de voir et on a besoin de toucher du doigt
la façon dont le site réagit, la façon dont Google appréhende le site, la vitesse à laquelle il va intégrer ces nouveaux contenus. Donc il faut vraiment attaquer large et ratisser large sur cette première phase. Le but du jeu étant vraiment de multiplier le nombre de mots-clés, ce qu'on va arriver à faire très vite en travaillant comme ça, sans se soucier de la position individuelle de chaque article. Là, le but, c'est d'alimenter. On alimente le moteur avec un champ sémantique très précis, hein, puisque tout ce qu'on a choisi là en termes de vertical, de catégorie, est très proche de notre thématique. Donc on va vraiment alimenter le moteur, et c'est lui qui va nous donner la suite de la stratégie. Donc on a commencé avec des sujets sur la barbe qui gratte, sur la routine capillaire, sur comment protéger ses cheveux du soleil ou les cheveux poreux, voilà, en allant chercher des idées de sujets les plus proches possibles de nos catégories, dans l'idée d'alimenter vraiment le moteur avec ses premiers textes et de voir ce qu'il allait nous proposer ensuite. Alors je sais qu'il y a une vision métier qui consiste à dire qu'on prend les outils, on fait des grandes listes, on fait des grands ensembles, ça marche très bien si on a des gros budgets et si on peut travailler des quantités importantes. Une TPE-PME, généralement, elle a quand même un budget, même si elle est prête à consacrer un budget au SEO, elle a un budget beaucoup plus réduit, qui ne nous permet pas de faire 500 pages d'un coup. Voilà. C'est sympa aussi, mais dans ce cas-là, dans cette typologie d'entreprise, on a rarement ces moyens-là. Donc l'idée, là, c'est pas de prédire l'avenir, c'est pas d'essayer de savoir quel est le sujet qui va bien pouvoir ranker et comment je vais le mettre dans le top 10. Ça fonctionne assez mal, finalement. Et on a en plus, à travers les outils, alors ça dépend aussi beaucoup des thématiques, mais à travers les outils, on a vraiment un prisme qui est très réduit de la réalité. Il y a des mots-clés qui n'apparaissent pas dans les outils, qu'on découvre dans la Search Console et qui génèrent des milliers de visites tous les mois. Il y a des nouvelles requêtes qui émergent. Et tout ça, on l'a d'abord dans notre Search Console. C'est vraiment elle qui, pour moi, doit guider ce qu'on va retrouver en matière de mots-clés, et pas seulement les outils de génération de mots-clés, qui sont très limitatifs, finalement, sur la stratégie de contenu qu'on va être capable d'en sortir, d'en extraire. L'avantage aussi de cette technique-là, c'est qu'on va suivre, finalement, le fonctionnement naturel de son blog. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir forcer, je vais être sur ce mot-clé, je vais être sur ce mot-clé, je vais être sur ce mot-clé. On va vraiment aller chercher de façon systématique les mots-clés qui vont rentrer pour les repousser. On a vraiment un phénomène qui va permettre d'amplifier le trafic de façon, j'ai une petite courbe après, elle est plutôt sympathique, d'amplifier le trafic parce qu'on va toujours réutiliser finalement les mots-clés que nous renvoie le moteur. Et qui mieux que le moteur pour vous dire de quoi il a envie que vous parliez dans vos articles finalement. C'est la meilleure personne pour vous expliquer de quoi il a besoin pour comprendre mieux ce que vous êtes en train de lui dire. Donc on a continué comme ça sur les mois suivants. Voilà, donc on a continué à travailler sur la base des mots-clés qui rentraient finalement dans notre Search Console. On prend les mots-clés qui sont page 3-4, on sélectionne ceux qui sont intéressants et on va venir pousser de nouveaux articles sur ces nouveaux sujets. Alors ça n'empêche pas de faire un peu de contenu saisonnier, hein. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on ne peut pas faire d'autres choses et avoir d'autres idées. Donc là, typiquement, on a aussi intercalé quelques contenus en lien avec les fêtes, puisqu'on était au mois de décembre. Donc on a continué comme ça sur les mois suivants. Donc à chaque mois, on générait de nouveaux articles qui eux-mêmes faisaient rentrer de nouveaux mots-clés qu'on venait récupérer et pousser avec un fonctionnement finalement très naturel, mais aussi très économique en termes de temps. Plutôt que de passer 10 jours à faire une stratégie en amont, là on est vraiment sur quelques heures qu'on va passer à analyser la situation. Ça permet de garder aussi une forme de prise avec la réalité de ce que vit le site internet, et on va venir comme ça alimenter petit à petit le blog avec de nouveaux sujets tous les mois. Donc toujours pareil, on a eu un peu de saisonnier entre-temps.
L'autre avantage de ne pas travailler, de ne pas avoir une vision long-termiste finalement de cette stratégie de contenu, c'est qu'on peut se permettre de pivoter aussi, on peut se permettre des nouveautés. Donc là, en l'occurrence, le mois dernier, suite au call avec mon client, il m'explique qu'ils veulent pousser une partie qu'on n'a pas du tout travaillé jusqu'ici, parce qu'ils vendent également en ligne des produits anti-âge, des produits capillaires anti-âge. Du coup, voilà, on lance des sujets sur cette nouvelle verticale à partir de ce mois-ci. Donc ça permet aussi de suivre finalement et de se caler aux besoins, j'allais dire en temps réel, mais c'est vraiment ça, de l'entreprise. Toujours pareil, l'entreprise, si on lui avait fait un plan sur les 12 prochains mois, là on est mois 14, donc on pourrait imaginer qu'arrivé mois 12, on a refait notre plan pour 12 mois. Si on avait fait ça, et bien dans le mois 2, on n'avait pas de sujet destiné à sa nouvelle activité. Donc on n'avait pas forcément capacité à revoir les choses. Toujours pareil, parce qu'on est sur des budgets qui sont limités, qu'il faut faire beaucoup avec peu souvent. Là, on a pu vraiment s'adapter, et on va pouvoir les prochains mois s'adapter aussi à cette nouvelle activité que veut lancer notre coiffeur. Une fois qu'on a ces sujets, il va falloir les rédiger. Alors, je n'ai pas voulu m'étendre volontairement sur le sujet, mais ça reste une des étapes très importantes de toute stratégie de contenu. Pour le coup, qu'on parle de blogging ou de tout type de texte, le contenu est très important. Dans un blog, on va vraiment chercher un contenu qui reflète l'image de marque, si on veut qu'il soit lu, et si on imagine qu'on rédige un blog pour qu'il soit lu par les gens. Donc, on va vraiment essayer d'aller mettre en avant l'image de marque de l'entreprise, toujours pareil, de façon subtile et à travers de l'expertise. Il doit aussi être conçu pour performer, parce qu'on fait du SEO, hein, on n'est pas là pour faire joli. Et les articles, ils doivent vraiment montrer l'expertise métier du client, puisque c'est ce qui va créer le cercle vertueux, c'est ce qui va l'aider à véhiculer finalement son image experte auprès de sa clientèle existante et de sa nouvelle clientèle. Et puis aussi parce qu'on ne va pas se mentir, l'expertise Google, il aime bien ça. Donc qu'est-ce qu'on va retenir, on va dire, sur cette partie rédaction des contenus? Il faut rédiger une taille de contenu adaptée au traitement du sujet. Voilà, il n'y a pas de baguette magique, tel sujet, il faut 500 mots, tel sujet, il faut 3000 mots. Je fais du contenu depuis des années. Et s'il existait une méthode, voilà, je pense qu'on l'aurait trouvée, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de méthode. La bonne taille d'un contenu, c'est un traitement exhaustif du sujet. Pas de remplissage, de l'information. Je traite mon sujet de A à Z. Ça, c'est la bonne taille pour un contenu. Donc, on ne va pas faire tous les mois 4 articles de 500 mots. Ce serait totalement contre-productif. Et en plus de ça, ça renverrait un très mauvais signal au moteur qui sait très bien que les blogs avec des contenus de 500 mots et tel type de structure, finalement, sont un signal peu qualitatif de l'activité d'un blog. On va proposer des informations pertinentes, répondre précisément au sujet traité, versus recopier les articles présents sur Google et reformuler. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de moins en moins bien, voire plus du tout. Donc ça vient impacter l'image, forcément, parce qu'un article qui est creux, il est creux. Si vous le trouvez déjà creux, autant dire que votre lecteur, il ne va pas passer longtemps sur la page. Mais même au niveau du moteur, aujourd'hui, on le sait, l'information neuve, riche, voilà, originale, on serait tenté de dire, a plus de valeur et permet un meilleur ranking. Une structure qui tient compte de la lecture sur mobile, ça aussi, c'est une mauvaise pratique qu'on voit malheureusement beaucoup sur les blogs d'entreprise, où on va avoir peu, voire pas, de sous-titres. Donc du coup, voilà, la structure, elle est vraiment importante, parce qu'aujourd'hui, on le sait aussi, les gens vont consulter le blog à partir de... le cheminement naturel, on va dire, sur la géologue, c'est je vais sur Google Maps, je clique sur site web, je vais voir le blog. Donc votre internaute, il arrive là avec son mobile. Donc il faut vraiment que la structure de l'article permette une lecture rapide et facile sur mobile. Donc on évite les gros paragraphes et on ajoute des sous-titres, on crée une structure riche qui permette une lecture simple et facile sur un terminal mobile. L'étape 6, c'est de renforcer le maillage naturel entre les articles. On crée des articles
qui émergent finalement des mots-clés, enfin des requêtes plus exactement, que va nous remonter Google. Donc, mon sujet barbe qui gratte m'a fait remonter la requête barbe sculptée. J'ai créé un article sur barbe sculptée. Vous ne pensez pas que le lien entre les deux pages, il est 100% naturel? Que c'est exactement ce que Google attend? Mon article barbe sculptée a fait remonter le pochoir à barbe. Là aussi, le lien, il est naturel entre la barbe sculptée et mon pochoir à barbe. Alors, on n'oublie pas non plus de renvoyer systématiquement un petit lien vers notre page principale. Quoi pousse quoi et pourquoi. Nos articles de blog, ils ne sont pas juste là pour faire joli, ils sont bien là pour pousser notre page principale, coiffeur barbier à peau. Mais en travaillant comme ça, et en révisant régulièrement finalement le maillage interne, puisqu'encore une fois, dans un blog, on va générer des articles sur une période relativement longue, donc on ne peut pas faire le maillage 100% au fur et à mesure. Il faut venir de temps en temps renforcer le maillage interne entre les articles. À chaque fois que vous créez un nouvel article, en substance, vous allez créer les liens naturels que vous a finalement donné sur un plateau le moteur de recherche en travaillant les sujets de cette façon. Alors pourquoi est-ce que je ne crée pas un plan de contenu pour les 12 prochains mois? Bon, je vous ai donné deux, trois éléments, mais la seule vraie raison, c'est que ça ne marche pas tout à fait aussi bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de très vertueux à la régularité de publication et à ce côté levier d'un mois sur l'autre des sujets. C'est vraiment quelque chose, pour avoir beaucoup travaillé sur de nombreux blogs et vu la différence entre les deux types de stratégies, celle-ci a vraiment quelque chose en plus. On a vraiment un côté boost énorme sur la partie SEO, sur le volume de mots-clés et sur le volume de trafic. Tout en restant toujours centré sur le business du client, hein, ce qui est quand même important. Donc comme quoi, on peut vraiment partir d'objectifs qui peuvent sembler minimalistes, a priori, et arriver à des résultats qui sont quand même assez intéressants et qui vont vraiment venir apporter à notre client une clientèle de qualité. Les avantages donc, de cette stratégie, donc on a des sacrés résultats, on a un coût, voilà, même si je ne suis pas là pour parler de moi, mais je voulais quand même vous donner une référence tarifaire. Ce service et ce client-là, aujourd'hui, c'est 498 € par mois. Donc on est sur des coûts qui sont tout à fait acceptables, on va dire, pour une petite entreprise. Les résultats sont assurés. Et c'est presque le seul cas en matière de SEO, on peut vraiment assurer les résultats parce qu'on ne se base pas sur une vision finalement intellectuelle aidée de machines pour faire une prévision. C'est un peu notre métier hein, quand même de travailler comme ça. Là, on sait que chaque mot-clé qui remonte, on peut réalistement être sûr et certain que ce mot-clé-là, si on crée un nouveau sujet dessus, il va remonter, puisqu'il est naturel finalement dans l'esprit, j'allais dire, Google, es-tu là, dans l'esprit du moteur. Donc c'est vraiment ce côté écosystème vivant finalement qu'on arrive à créer dans le blog permet vraiment d'être sûr et certain que chaque article va performer. Regardez la plupart des blogs d'entreprise autour de vous, il y a au mieux 3 articles qui performent et tout le reste tracé plat. La stratégie aussi, dans ce cadre-là, elle permet vraiment de s'adapter aux besoins à l'instant T. Voilà, je veux aller sur une nouvelle verticale, je veux lancer un nouveau produit, ben, on peut vraiment réagir et apporter de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Donc on peut vraiment, voilà, d'un mois sur l'autre, changer, pivoter, et ça c'est très intéressant quand on travaille avec des TPE-PME. Et les résultats, ils sont au rendez-vous sur tous les axes. Sur l'image de marque qui est renforcée, on est vraiment sur un petit média, hein, voilà, avec des articles très qualitatifs qui intéressent sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne. On a un trafic important. Un coiffeur à peau avec... alors la courbe n'est pas tout à fait juste parce que c'est une courbe d'outils, mais la courbe Search Console nous donne quasiment 8000 visites mensuelles. Ça cause pour un coiffeur quand même. Hein. Mais le plus important, c'est vraiment ça. Le business est en hausse. Ils ont embauché, ils ont du trafic, ils ont du monde chez eux.
et ils continuent du coup à travailler sur leur stratégie parce que ça a porté ses fruits, non pas que en termes de courbes, et c'est bien le plus important finalement, en termes de chiffre d'affaires généré, en termes d'apport de clientèle et d'apport de clientèle de très grande qualité, puisque parfaitement en adéquation avec les offres proposées par cette entreprise-là et pas celle du voisin. Alors, on va attendre avec la question Mug, on la fera après. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Bravo pour la presse. Alors, c'est combien d'articles, on va dire combien de blogs par mois, et est-ce qu'il y a une partie qui va intégrer un planning éditorial, par exemple? Alors là, on a travaillé sur 4 articles, on travaille sur 4 articles par mois. Voilà. Après, la notion de planification éditoriale, étant donné qu'on est sur, encore une fois, une stratégie qu'on va construire mois après mois, voilà, ça se décide à un instant T dans le mois, en début de mois en général. On va décider des sujets, on va les soumettre, et ensuite on va les rédiger et les intégrer dans le blog. Voilà. On a quelques process qui nous permettent de faciliter beaucoup ce genre de commandes très, très découpées, mais oui, on est vraiment au mois le mois. Ah d'accord, c'est bon. Merci pour ta conf, Morgane. En fait, moi j'ai aussi une question par rapport à ça, c'est que souvent les clients, ils ont quand même besoin de savoir qu'est-ce que ça va leur coûter, qu'est-ce que ça va leur coûter en termes de temps, en termes de finances. Et donc c'est à ça que sert, on va dire, la plupart du temps le planning édito, de dire, bah voilà, on va poster 4 contenus par mois et puis on va essayer de réfléchir au sujet à l'avance. Donc comment est-ce qu'on présente les choses auprès d'un client qui a l'habitude, on va dire, d'avoir une idée du budget à l'avance, étant donné qu'on est dans une stratégie qui se construit au fur et à mesure. Voilà. Alors, là, en l'occurrence, le budget, il est quand même défini à l'avance, puisque le client sait ce qu'il va dépenser tous les mois, finalement, pour son blog. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'on va publier. Concrètement, c'est vrai qu'on ne peut pas lui dire dès le démarrage, au mois de mars, on va publier un article sur tel sujet et tel sujet. Ça, on ne sait pas le dire. Il va le découvrir, finalement, au mois le mois. Ça n'a pas l'air de poser beaucoup de problèmes. Mais le budget, lui, il est cadré. Et il est cadré sur la base d'une analyse en amont qui permet de dire, voilà, je suis dans telle activité, on va partir sur tant d'articles et telle volumétrie. Donc on est toujours obligé, voilà, de définir un budget avec le client. On peut démarrer à moins, hein. J'ai des blogs qui tournent avec 2 articles par mois parce qu'on n'a pas besoin de plus. Dans certaines industries, la concurrence n'est pas forcément élevée. Et puis il y a aussi des clients qui au démarrage n'ont pas forcément les moyens de mettre autant. Donc on essaie vraiment de s'adapter au démarrage. Mais encore une fois, comme les résultats sont là, finalement, le client, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, au bout de 10 mois, mathématiquement, il va augmenter la cadence de lui-même, presque, parce qu'il voit il voit les résultats, il voit que ça fonctionne, et ses moyens augmentent, puisque son chiffre d'affaires augmente. Donc, mathématiquement, il a plus à mettre dans sa stratégie. Ça permet aussi d'ouvrir de nouveaux projets, hein. On va être très, très honnête sur ce point, hein. Ce type de strat permet après d'aller voir le client et lui dire maintenant j'aimerais bien qu'on fasse ça, ça pourrait marcher, ou on pourrait faire tel autre type de prestation. Ça permet de proposer d'autres choses, mais parce que là le client et l'entrepreneur, il est rassuré, son projet il s'autofinance finalement, parce que ce que ça lui rapporte, il peut le réinvestir, il n'y a plus de risque, on a fait sauter le risque. Qui est un facteur qui freine énormément les TPE, PME aujourd'hui sur nos sujets. Bonjour. Là, on est sur un site à visée locale et j'ai l'impression que dans les articles, il n'y a pas vraiment cette notion de local. Est-ce que c'est ce cas particulier où il n'y a pas vraiment de besoin, ou de manière générale, il y a des articles de blog où on va mettre plus en avant, je ne sais pas, Pau, dans cet exemple-là? Alors, le blog... pour moi, c'est vraiment c'est le lieu où on peut faire de la sémantique. C'est presque le seul endroit du site, finalement, où on peut avoir un focus 100% sémantique et s'attacher, voilà, à la thématique de notre client, au sujet qui intéresse réellement les lecteurs.
sans avoir besoin d'aller sur la partie géolocalisée. La partie géolocalisée, on va y aller via les pages géolocalisées qui vont être poussées par nos articles de blog. On va y aller via du netlinking, hein, c'est pas parce que je fais de la rédaction que j'utilise pas les autres leviers, mais pas avec le blog. Le blog, il doit vraiment être concentré sur l'activité du client. Après, il y a des cas où la géolocalisation fait sens dans le blog. Si je suis dans une thématique où parler de ma ville fait sens, il faut le faire dans ces cas-là dans le blog. Mais parler de Pau parce qu'en géologue, on considère que Pau, on veut remonter sur les mots-clés géolocalisés, c'est dénaturer finalement l'essence du blog et c'est en perdre, à mon avis, une partie de la performance parce qu'encore une fois, on s'adresse aussi aux lecteurs, on s'adresse à la communauté réseaux sociaux, on s'adresse aux clients, on fait de la fidélisation, on est vraiment là pour vanter les mérites de l'entreprise sur ce blog. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté décalé si on commençait à travailler sur Pau, dans un blog sur la coiffure. Et moi j'aurais du mal à intégrer les sujets et si je dois être 100% honnête, je ne vois pas comment le moteur de recherche pourrait faire du lien finalement entre un blog qui parle de coiffure et tout d'un coup qui se met à parler de Pau. Par contre, on travaille avec d'autres outils, oui, la page géolocalisée, on fait tout un tas d'autres choses qui permettent de remonter sur les mots-clés géolocalisés qui sont bien les plus importants hein, dans ce type de projet. Bonjour, merci pour votre conférence. Moi, ma question elle porte plus sur les effets de saisonnalité avec des activités où justement on va avoir une multitude de catégories produits et des impacts très saisonniers. Le fait de ne pas anticiper justement ce calendrier éditorial pour justement publier le contenu au bon moment et être visible au moment des pics de saisonnalité. Est-ce qu'on risque pas aussi justement de manquer ces pics de trafic et d'être efficient que l'année prochaine et donc apporter cette déperdition aussi de performance à court terme? Ouais. Alors c'est vrai que sur la partie, on va dire, saisonnière, à mon avis, il faut plutôt aller chercher d'autres supports et d'autres outils parce que le principe des saisons, c'est aussi qu'elles reviennent tous les ans. Donc le blog peut servir de relais et du coup, lui, la publication à l'instant T, finalement, fait sens, puisqu'on va aussi partager sur les réseaux sociaux à l'instant T. Mais là aussi, mettre cette partie-là de la stratégie dans le blog, qui est un média, qui est un outil de communication auprès de la cible, pour moi, ça ne fait pas forcément 100% sens. Donc effectivement, on ne va pas se mettre à parler de la Saint-Valentin dans le blog 3 mois avant, par simple logique. En fait, l'internaute, quand il arrive là-dessus, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va avoir confiance, qu'il va se dire non, il va se dire mais pourquoi il me parle de Noël, on est au mois de septembre. Donc il y a d'autres outils, hein, il y en a plein d'autres en SEO qui permettent, je pense, de répondre à ce besoin-là sans pour autant aller dans le blog qui a son propre objectif finalement. Oui, j'avais une petite question. Tout d'abord, bravo pour ta conférence parce que c'est chouette d'avoir comme sujet la création de contenu. Et je voudrais que tu reviennes sur une petite chose dont tu as parlé souvent. Je n'ai pas l'impression que tu nous aies bien expliqué ce que tu sous-entends par on travaille par rapport à la réalité du moteur. Quand on travaille avec un outil, quel qu'il soit, hein, les outils de recherche de mots-clés, tous ces outils qu'on utilise au quotidien quand on fait du SEO finalement, et tous, on va dire, ont à peu près le même fonctionnement, on est de façon quasi systématique sur de la projection. Aucun outil n'est réaliste. Les volumes de recherche, on l'a vécu cette année avec un des outils les plus connus qui a changé de base de données sur les volumétries de mots-clés, et on s'est rendu compte tout d'un coup qu'on n'avait plus du tout les mêmes volumes. Pourquoi ? Les volumes, ils ont réellement changé au milieu de l'année ? Non, ils n'ont pas changé. C'est juste que cette data-là n'est pas fiable. Cette data-là, elle n'est qu'une partie de l'iceberg. La vraie data, elle est sur le site. Elle est dans la Search Console. Et c'est cette data-là qu'il faut apprendre à exploiter parce que c'est celle-là qui permet vraiment de trouver des choses que les autres ne trouvent pas, déjà. Je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai des cas sur des thématiques, notamment tout ce qui est do it yourself, tout ce qui va être sur mesure, des mots-clés qui sont inexistants dans 100% des outils, parce qu'il n'y a jamais eu d'ads dessus. Il n'y a pas de gros acteur national qui fait de l'ads à fond dessus, donc le mot-clé n'existe pas. Pourtant, on parle de mots-clés qui génèrent du business et qui génèrent des milliers de visites mensuelles. Donc la Search Console, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil numéro 1. C'est celui qu'on doit consulter en priorité. Et ensuite, on va confronter ce qu'on a trouvé dans la Search Console
aux autres outils pour se donner une idée un peu plus, centrée sur la data de l'information qu'on a détectée. Mais la vérité du site, elle est dans la Search Console. Elle n'est nulle part ailleurs. J'espère que ça répond à ta question. J'ai une petite question sur la relation avec le client. À quel moment il intervient sur... est-ce que c'est au moment du brief ou pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur technique sur les paragraphes en fait, de l'article, ou est-ce que c'est au moment de la relecture? Alors là, pour le coup, je vais pouvoir parler que de mes process. Mais sur un blog, généralement, on va affecter une personne qui va suivre le projet déjà de A à Z, qui connaît déjà la thématique. Donc déjà, on s'économise beaucoup de ces problèmes-là. Et ensuite, nous, on a un outil qui nous permet de faire les allers-retours avec le client. Il peut soumettre ses commentaires, on peut corriger. Enfin, voilà, on est très équipé pour. Donc voilà. Après, au niveau purement, si vous voulez faire ça et trouver un rédacteur web qui vous accompagne sur ce genre de projet, le plus important, c'est que lui-même sache de quoi il parle. Moi, je ne conçois pas la rédaction web comme un métier qu'on puisse exercer de façon horizontale, traiter tout type de thématiques. Donc déjà, quand on sait que le rédacteur a une expérience, une connaissance spécifique de la thématique du client, eh ben on arrive à avoir des choses très fluides en matière de production de contenu. On va avoir un peu d'ajustement les premiers mois, mais c'est normal. Le client a besoin d'exprimer son avis sur ce qu'on produit et le rédacteur a besoin d'entendre cet avis pour ajuster lui aussi son travail aux attentes du client. Mais une fois qu'on a passé ça, on a beaucoup moins de problèmes que quand on doit sortir 500 pages d'un coup. Je profite... on fera peut-être la question bug parce que sinon on n'y arrivera pas. Et j'avais une question, mais je vais me la poser à Morgane plus tard. J'avais une question aussi par rapport aux clients. S'ils ont des réticences au niveau des techniques pour le SEO utilisées, comment gérer ça sans modifier tout un article de blog, par exemple si on modifie un article de blog en fonction des clients et qu'au final il est moins performant au niveau du SEO, comment est-ce qu'on peut gérer ces demandes-là en fait? Alors ça, c'est un équilibre subtil qu'il va falloir trouver. Après, quand on commercialise ce type de strat, moi je sais que les clients qui viennent vers moi, ils viennent chercher de la perf. Ils viennent pas chercher, ils viennent vraiment chercher de la perf. Donc il faut aussi savoir s'imposer et dire à un moment donné à un client, attention, là on peut adapter et on peut aller jusque-là et dénaturer le travail qu'on a fait, mais on va perdre en performance. Tout dépend de l'envie finalement et du client, mais bien souvent on arrive quand même à faire entendre raison assez facilement à un client en lui expliquant que oui, on peut ajuster, mais que attention, à pas perdre l'essence du travail qui a été fait point de vue SEO. Il faut essayer d'être pédagogique avec cette typologie de clients globalement, mais ils sont prêts à entendre beaucoup de choses et plus on va leur amener de résultats et plus ils entendront et plus ce sera facile. Bon, c'est pareil, collecter des case studies et montrer les résultats sur d'autres projets permet aussi de renforcer sa propre voix quand on va dire au client bah non, je n'irai pas jusque-là, je ne vais pas dénaturer mon travail. Moi je me suis vue déjà, ceux qui me connaissent, connaissent mon tempérament, dire à un client d'aller travailler ailleurs parce que mon métier c'est de générer du trafic, c'est de générer du business et s'il ne me laisse pas faire, moi j'ai plus envie de faire mon métier. Peut-être la question mug. On va faire la question mug. On a un mug. C'est toi qui le donnes, le mug, non? Alors, je me permets d'une dernière question. On n'est pas encore renvoyé. Je crois qu'il reste 1 ou 2 minutes si vous voulez encore des questions. C'est pour être sûr qu'on est bien synchronisé. Ma question, c'est sur le nom de domaine. Je ne sais pas si la question est importante. Est-ce que le site du coiffeur est sur un nom de domaine différent de celui du blog? Ou est-ce que c'est le même? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Alors là, le site du coiffeur est très clairement sur le même domaine, enfin le blog est sur le domaine, le blog est même à l'intérieur du domaine et pas en sous-domaine, très très important. Le blog, c'est le matelas sémantique sur lequel on va pouvoir travailler le reste aussi. C'était pas l'aspect que j'avais choisi de mettre en avant ce matin, mais c'est vraiment le matelas sémantique de compréhension du moteur sur lequel on va appuyer nos 4-5 pages, parce qu'un site de coiffeur, ça fait 4-5 pages, pas plus. Et ça ne doit pas faire plus, ça ne doit pas faire 3000 pages, parce qu'en 4-5 pages, on a parlé de chacun des services.
Donc oui, le blog est bien sur le domaine, il est même à l'intérieur absolument, et il vient servir finalement l'autorité du domaine principal. Merci beaucoup.